Introduction aux approches participatives et aux approches et méthodes participatives pour le développement. Donc, comme vous le savez, je me nomme Georges Thierry Andia. Je suis le directeur de l'entreprise Multiple Invest. Donc, dans ce parcours numéro 1, nous allons commencer par voir et par comprendre les approches et les méthodes d'approche participative. Donc, comme objectif de ce module, l'objectif est de permettre aux participants de, premièrement, examiner les différents types d'approches participatives et leur implication dans la pratique, comment les utiliser dans la pratique, mais aussi pouvoir apprendre à utiliser certains outils pour l'analyse des systèmes, et pour également planifier, mais aussi pour élaborer les plans de gestion. Comment les acteurs, qu'ils soient étatiques, privés ou de la société civile, peuvent utiliser ces approches dans leur accompagnement de leurs cibles. Donc nous allons premièrement essayer de voir, définir les approches participatives, mais également nous allons voir le pourquoi d'une approche participative dans la mise en œuvre d'une initiative et comment mener les approches participatives. Et ensuite, on va voir quels sont les bénéfices, pourquoi c'est vraiment important d'avoir une approche participative lorsque l'on mène une initiative. Et enfin, nous allons voir quelques méthodes, approches, méthodes, mais aussi quelques outils du processus qu'on utilise pour un processus participatif. Donc, commençons par la définition des approches participatives. On dirait que la participation, c'est l'action de prendre part à quelque chose. Par extension, c'est le fait d'être impliqué dans. Lorsque vous dites que, si je dis par exemple que je voudrais que vous participiez à un processus, je ne peux pas rester dans mon coin, prendre toutes les décisions, définir comment ça va se faire, les tenants, les aboutissants, et puis je dis que je viens, et puis je dis que vous avez participé. Non, la participation demande une prise de part, une implication véritable dans le processus. Une approche participative préconise donc une participation active. Donc, une participation active et du public concerné, de ceux qui dépendent du sujet, de la question qui est... Par exemple, si vous voulez définir un nouveau produit dans votre entreprise, si vous voulez utiliser une approche participative, les personnes qui doivent, les bénéficiaires de ce produit, les bénéficiaires de cette nouvelle innovation devraient être impliqués dans la mise en œuvre de cette innovation. Donc, le fait d'avoir accès, dans la participation, c'est aussi le fait d'avoir accès à des instances formelles de décision, des instances de réflexion permettant de s'exprimer au sein d'une organisation, au sein d'un processus en cours, ou d'une initiative qui est en cours. C'est ce que je disais tantôt. Lorsque les gens ont la possibilité donc de participer, de s'exprimer, d'orienter, de modifier un processus qui est en cours, on dit donc qu'ils sont en train de participer au processus. Donc, quand on parle de participation, on parle du pourquoi de la participation, de jusqu'où la participation se fait, du comment de la participation et du quand. Parce que s'il faut assurer la participation active, il faut vraiment que ces différentes questions, le pourquoi, le jusqu'où, le comment et le quand, soient prises en compte. Et on parle également de l'échelle de participation. Et dans l'échelle de participation, on a le niveau. On distingue plusieurs niveaux. Donc, vous avez la transmission de l'information qui est unidirectionnelle. Donc, au niveau le plus haut, c'est vous avez un dictateur, vous avez des esclaves, des personnes qui subissent simplement, et on commande, et les autres obéissent. Et vous venez de l'extérieur et vous commandez, vous donnez des directives et les gens obéissent. Donc c'est unidirectionnel, il n'y a pas d'échange. Et le deuxième niveau, lorsqu'on descend, c'est la consultation bidirectionnelle. La partie consultante délimite la question. Donc à ce niveau-ci, c'est vrai, les gens, on pose la question aux gens, mais on définit les questions qu'il faut poser, on définit même ce qu'il faut prendre en compte. Lorsque les gens s'expriment, il n'y a aucune garantie que ce qu'ils sont en train de dire va être pris en compte. Rien n'est véritablement garanti. Donc on a, par exemple, vous avez
des chercheurs qui viennent dans une communauté qui pose des questions aux gens, ce que les gens disent, ça peut ne pas avoir d'impact sur eux, ça peut ne pas être pris en compte, ça peut ne pas être utilisé. Vous avez par exemple dans une entreprise des employeurs, l'employeur qui vient avec des travailleurs qui leur pose des questions et donc, il y a ce qu'ils disent peut être pris en compte, comme cela peut ne pas être pris en compte. Mais vous avez le troisième niveau qui est la participation active, qui est fondée sur un partenariat dans lequel les cibles, les citoyens, les parties prenantes, les experts, tous les représentants qui participent activement à la réflexion et à la prise de décision. Donc, toutes les personnes concernées par la question leur avis compte. Ils ne sont pas juste, c'est pas une formalité qui fait qu'on les implique, mais leur avis compte véritablement. Donc, le processus participatif aide donc à mettre en place des processus par lesquels on travaille en partenariat avec des cibles. Ça peut être une communauté présente, mais ça peut être aussi une communauté virtuelle que vous avez en ligne. Ça peut être une communauté virtuelle aussi que vous avez dans votre magasin en ligne. Et cela permet de concevoir. C'est avec eux que vous concevez, vous mettez en œuvre et vous évaluez le programme. Vous avez par exemple aujourd'hui pour les boutiques en ligne, toujours chaque boutique généralement prévoit que les clients, lorsqu'ils ont fini le processus de l'achat, ils ont la possibilité d'évaluer le processus d'achat. Donc ça c'est une façon de promouvoir une approche participative. Donc, et tout ce qu'ils disent est vraiment important parce que ça permet que vous améliorez votre produit, mais aussi ça permet que les gens puissent vous faire confiance ou ne pas. Si vous avez par exemple beaucoup de clients qui partent faire des commentaires et vous disent que non, je n'ai pas été bien reçu, ma commande a fait 5 jours pour arriver, ainsi de suite, ce sera de la contre-publicité pour vous et vous n'aurez pas beaucoup de clients. Mais si vous avez des gens qui disent waouh, les gens s'y respectent le programme et ce qu'ils disent, ils avaient dit que c'est 2 jours et 2 jours a été respecté, donc cela vous donne du crédit auprès des prochains, en fait de vos clients, mais aussi des prochains clients. Les approches participatives proposent une gamme variée d'outils et de techniques qui facilitent considérablement la valorisation du savoir des cibles, leur participation au processus qui est en cours. Et la pratique des approches participatives requiert un ensemble d'attitudes, d'aptitudes et de comportements sans lesquels le processus ne peut pas fournir de bons résultats. Pour pouvoir, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les entreprises, ce n'est pas toutes les initiatives, ce n'est pas dans toutes les initiatives où vous voyez des gens pouvoir avoir l'aptitude de pouvoir, l'attitude, avoir le comportement nécessaire pour promouvoir une approche participative. Donc, lorsqu'on parle d'attitude, on parle par exemple de l'ouverture à apprendre des autres, à tenter de nouvelles initiatives, de nouvelles choses. Donc quand on est innovant, quand on a une attitude innovante, on est ouvert aux critiques, on est ouvert à l'amélioration, on a une attitude qui est bonne pour la participation. Quand on a la compassion, vous voulez faire du bien à vos clients, vous voulez faire du bien au village avec lequel vous travaillez, vous voulez faire le bien aux cibles que vous avez dans votre initiative, là vous avez une bonne attitude pour la participation. L'estime des autres, et je vous dis les amis, ce n'est pas un acquis. Parfois des gens font des choses, leur objectif c'est avoir de l'argent et le reste ça ne les préoccupe pas. Si vous avez votre avis est pris en compte ou pas, ça ne les dérange pas. Donc ensuite il faut estimer les autres, avoir la capacité de valoriser. Quand vous travaillez avec des communautés, parfois les gens disent ce sont des villageois, ils ne connaissent rien. Non, la connaissance ou la compréhension d'un processus n'est pas liée au fait d'aller à l'école, de ne pas aller à l'école. Les gens, bien qu'ils ont fait un autre type d'école qui leur donne la capacité de pouvoir comprendre et de pouvoir avoir une connaissance qu'il faut comprendre et qu'il faut valoriser en tant que facilitateur. Et aussi une bonne attitude dans la facilitation, dans la participation. Pour promouvoir la participation, c'est la capacité à gérer des imprévus. Oui, dans la vie, il y a toujours des imprévus et votre capacité à ne pas paniquer, à ne pas réagir, de manière conforme, permet que le processus soit bien géré et que la participation soit continue. Mais aussi, en plus des attitudes, il y a des savoir-faire. Ce n'est pas tout le monde qui sait travailler avec un groupe. Vous devez travailler avec un groupe.
quand vous travaillez avec un groupe, il faut faciliter les avis des uns et des autres, savoir mettre en commun les idées des uns et des autres, comment faire en sorte que les gens ne créent pas des différends quand pour se tirailler les uns les autres. C'est un art, c'est un savoir-faire important lorsqu'on travaille avec des groupes. Donc, savoir écouter. Oh, ce n'est pas évident, les amis, de pouvoir directement écouter et pouvoir prendre en compte ce que les gens disent. Avoir une bonne attitude d'écoute est important pour faciliter la participation. Être apte à poser de bonnes questions, des questions ouvertes, et pas des questions ouvertes. Lorsque vous posez une question ouverte, vous donnez l'opportunité à votre interlocuteur de s'étendre sur la question qui est en cours. Mais si vous posez des questions fermées, ce sera oui ou non, oui, non, et cela ne vous donne pas beaucoup de détails sur l'avis de votre interlocuteur. Mais aussi, un savoir-faire, c'est l'aptitude à motiver les groupes. Vous pouvez avoir des personnes, par exemple, vous avez dans un village avec des autochtones, des personnes qui sont généralement marginalisées. En tant que facilitateur, vous devez avoir l'aptitude à les motiver, à pouvoir s'exprimer, donner leur avis sur la question qui est en cours. L'autre savoir-faire, c'est être apte à gérer des conflits, être apte à pouvoir amener des personnes avec des avis contraires à pouvoir trouver un consensus pour pouvoir avancer sur la question. En plus des attitudes, des savoir-faire, il y a des connaissances. Il faut savoir comment fonctionnent les adultes, comment les adultes apprennent, comment les adultes analysent. Donc la connaissance de comment les adultes apprennent, comment les adultes gèrent des situations, comment les adultes réagissent face à certaines situations liées à votre problématique est très très importante. Il faut aussi connaître quels sont les outils que l'on utilise dans le processus participatif. C'est pas tout, si vous ne connaissez pas comment l'outil est utilisé, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser efficacement. On parle par exemple des outils de planification, des outils d'évaluation. Tous ces outils sont importants. Il faut comprendre le processus politique, le processus législatif, tout l'environnement sociopolitique qui est en cours. Il faut bien le comprendre pour pouvoir être un bon facilitateur. Il faut savoir bien planifier, il faut savoir bien gérer les ressources pour pouvoir bien faciliter. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut promouvoir la participation? La participation vous permet de créer une base commune de compréhension dès le stade de la conception de l'initiative. J'ai parlé tantôt de vous avez une boutique et vous voulez, par exemple, apporter une autre approche de un nouveau produit. Donc, pour que le produit, à la fin, quand le produit va être disponible sur le marché, que les gens ne disent pas « Oh non, ce produit ne ressemble à rien, cette chaussure, vraiment, elle sort c'est un modèle ancien », vous pouvez commencer déjà dès le début à avoir la vie de vos cibles, la vie de vos clients, pour que ce qui va sortir va dire « Waouh, ce monsieur-là, il a lu dans notre intelligence, dans nos idées. » Donc, c'est vraiment important parce que ça permet d'avoir donc cette base commune de compréhension dès la conception de l'initiative. Ensuite, il permet de promouvoir des pratiques durables et accélère l'échange d'opinions. Les gens s'expriment plus sur une question où ils ont participé dès le début à la conception, à la mise en œuvre. Ça permet d'avoir... Et puis, ils sont intéressés, ils vont pouvoir utiliser cela dans la Ensuite, cela permet aussi d'inclure la nature changeante des limites des systèmes. Donc, lorsque vous avez impliqué les gens, vous avez pris en compte leurs avis, vous les avez intégrés dans le processus, dans le système, dans l'initiative, cela permet que, parce que les choses changent au fil du temps, ils sont mieux placés pour s'adapter, pour pouvoir comprendre les limites et pouvoir donc s'adapter à ces différents changements qui s'opèrent. Ensuite, vous avez la nécessité de fructifier l'information, de générer des connaissances supplémentaires au sein d'un groupe et vraiment de valoriser la connaissance locale. C'est ça la participation. Il n'y a pas... il y a des histoires terribles que parfois on raconte. Vous avez des gens qui viennent dans un village, ils veulent construire un puits d'eau par exemple, ils ne demandent pas l'avis, n'impliquent pas les communautés sur le choix du site, même sur le type de puits qu'il faut construire, ou bien même des toilettes. Les gens,
Vous venez, vous voyez simplement que non, les gens font des besoins dans l'air ou dans la forêt, et vous trouvez que non, il faut juste faire des toilettes. Non, les gens devront pouvoir s'exprimer. Est-ce que la toilette, c'est leur besoin? Si c'est le besoin, comment ça doit être construit? Est-ce qu'il faut mettre les pots, comme les pots où on vient s'asseoir, ou des pots où ils vont juste se courber? Bref, tout ça c'est important. Vous voulez apporter un nouveau produit et vous vous dites, ok, les gens, ils ont besoin de pouvoir manger des mangues salées. Bon, faites une étude de marché. Est-ce que véritablement c'est un besoin qui rencontre le besoin des communautés, des besoins de vos cibles? De même, dans les approches participatives, on utilise l'animation et la facilitation. Donc, lorsque vous mettez en œuvre une approche participative, vous utilisez l'animation et la facilitation parce que c'est deux choses différentes. Lorsqu'on parle d'animation, on parle d'un ensemble d'actions qui visent à créer une dynamique positive et collective dans un groupe d'individus devant atteindre un but. Donc ici, il s'agit d'un ensemble d'actions que vous mettez en œuvre pour créer une dynamique positive, pour créer une action positive, pour booster le groupe, pour que le groupe se mette en œuvre. Alors que dans la facilitation, vous avez une stratégie qui vous permet de diriger, d'orienter les acteurs vers un objectif consensuel de façon à les encourager, les motiver à participer, à s'approprier du processus, à s'approprier de ce qui est fait. Donc, nous avons des outils qui sont utilisés dans la participation. Vous avez l'animation et la facilitation sont fondées sur les compétences de communication verbale. Donc, ces compétences, c'est d'abord les techniques primaires de l'animation. Vous avez la paraphrase, donc être capable de reformuler ce que les gens ont dit, dire en d'autres termes ce que les gens ont eu à dire pendant un certain temps où vous avez discuté. Et ensuite, vous avez la récapitulation, la synthèse. Parfois, après avoir discuté 30 minutes, vous devez en tant que facilitateur avoir cette aptitude à récapituler ce que les gens ont eu à dire, résumer les idées importantes et les faits et les données importantes. Ensuite, il y a la formulation des questions. La manière dont vous posez les questions conditionne le type de réponse et la qualité des réponses que vous recevez. On parle souvent des questions fermées. Lorsque vous posez une question fermée, on ne peut répondre que par oui ou par non. Les questions ouvertes qui permettent à votre auditeur de s'exprimer, de s'étendre sur la question posée. Vous avez également les questions mixtes. Vous avez des questions miroirs, des questions relais, des questions écho, des questions relance, des questions directes. D'ailleurs, je vais vous demander comme exercice 1 ici de pouvoir écrire un mail dans lequel vous nous expliquez ce qu'est une question fermée, une question ouverte, une question mixte, une question miroir, une question relais, une question écho, une question relance, une question directe. Et vous nous envoyez cela à notre email multipleinvest2020@gmail.com multipleinvest2020@gmail.com. Merci. Donc, ça c'est l'exercice numéro 1. Donc, quelques méthodes et outils participatifs. Aussi, on a la visualisation des réponses. Lorsque vous travaillez avec des acteurs, il est important de vous assurer que les idées qu'ils s'expriment, les idées qui sont exprimées sont présentées sur des cartes, sur des diagrammes, sur des matériaux, sur des éléments qui sont dans leur milieu, dans leur nature. Et il faut utiliser des symboles, des images qu'ils comprennent tous, qu'ils sont à même d'analyser. Si vous avez par exemple un groupe en ligne et vous utilisez une carte qui a des icônes dont ils ne comprennent pas, d'ailleurs qui n'ont même pas, ils ne connaissent pas lire une carte, vous êtes en train de... Peut-être ce serait mieux d'utiliser un diagramme ou un graphe pour permettre de bien illustrer la question. Donc se mettre d'accord sur la signification avec les participations afin d'assurer qu'ils vont pouvoir bien cerner. Les idées doivent être écrites ou dessinées. Mais aussi vous devez pouvoir utiliser l'humour, le silence, savoir quand il faut regarder le silence, pour laisser les gens s'exprimer, pour laisser les gens
vraiment se cogner pour que pour se frotter les idées, pardon, je ne dis pas se cogner, on ne devrait pas laisser les gens bagarrer, mais pour se frotter les idées, pour que la vérité, pour que les bonnes idées sortent de là. Quand il faut donner un feedback, donner un retour, quand il faut clarifier, tout ça, c'est des méthodes, des outils importants pour faciliter la participation. Mais aussi, vous avez la triangulation. Donc, la triangulation, ici, se définit comme le moyen de récupérer les informations reçues en se servant d'au moins 3 sources d'informations différentes sur le même sujet. Donc, on dit que vous devez toujours vous assurer que pour une question, vous avez au moins 3 approches, 3 méthodes que vous utilisez pour pouvoir analyser la question. Donc, la triangulation permet de distinguer, d'éliminer les informations qui sont non valables. Donc, si vous avez une information qui vient de une ou deux sources, vous allez, il faut trouver le moyen d'éliminer les informations qui ne sont pas valables. Donc, il faut toujours trianguler les informations avant de les considérer bonnes, avant de les utiliser. D'autres outils que vous avez, c'est les outils, par exemple, vous avez les outils de planification qui sont vraiment très importants, qui vous permettent de pouvoir planifier dans le temps. Vous avez également les outils d'évaluation. Donc, les outils de planification sont utilisés pour planifier les ressources, tant humaines que financières, qui seront nécessaires pour entreprendre les activités de développement communautaire, les activités de l'initiative que vous avez en cours. Les outils d'évaluation sont les outils qui vous aident à comprendre les risques, les impacts potentiels de l'activité. Donc, vous avez l'évaluation pré-activité, les évaluations pendant l'activité, mais aussi l'évaluation après que l'activité soit mise en œuvre. Donc, l'évaluation, c'est à 3 niveaux, c'est à ces 3 niveaux-là. Et également, la planification, c'est, vous avez la planification avant l'action, vous avez la planification de l'action lorsque vous la mettez en œuvre, et vous avez la planification même de l'évaluation. Donc, ensuite, vous avez les outils de gestion, qui sont les méthodes et les approches d'atténuation. Donc, par exemple, la gestion des risques. Comment vous allez faire avec les risques, comment il faut gérer les risques liés à l'initiative. Comment il faut maintenant gérer le processus en lui-même. Donc tout ça, il y a des outils qui sont appropriés pour cela. Les outils de suivi et d'évaluation. Donc lorsque l'initiative est mise en œuvre ou est en train d'être mise en œuvre, comment vous suivez, comment vous appréciez l'initiative. Vous avez également les outils qui vous permettent de pouvoir combiner la planification, l'évaluation, le suivi et la gestion. Également, vous avez d'autres outils qui sont utilisés, par exemple les entretiens. Les entretiens sont de plusieurs types. Vous avez les entretiens individuels qui peuvent se faire avec les informateurs clés ou dans le cadre des villas, vous avez des ménages. Vous avez des entretiens de groupe qui se font dans les petits groupes qu'on appelle les groupes de focus. Et vous avez également les grands groupes où on parle de réunions. Lorsque vous faites des entretiens, il faut savoir avec qui s'entretenir. Parfois, ça peut être des personnes de différents âges, dépendant du sujet que vous abordez. Ça peut être des personnes exerçant des métiers différents dans le village. Ça peut être des groupes différents dans différents ménages. Ça peut être avec tout le village. Par exemple, vous avez une réunion avec tout le village. N'évitez pas ceux qui sont marginalisés. Il est important de toujours voir comment, dans un groupe, dans une cible, ou vous êtes, par exemple, vous faites un produit, certaines personnes ne sont pas intéressées, il faut chercher à avoir leur avis. Ne négligez pas leur avis parce qu'ils ne sont pas intéressés à votre produit. Bien apprécier la condition d'entretien, dans les conditions dans lesquelles vous tenez l'entretien. C'est vraiment important. Si vous devez mettre vos interlocuteurs à l'aise, qu'ils soient dans leur milieu, qu'ils soient à l'aise pour pouvoir répondre, pour pouvoir conduire l'entretien. Et il est toujours important d'avoir un guide d'entretien. Donc comme une sorte d'ordre du jour, sorte d'orientation pour vous permettre de bien conduire votre entretien. Quelques règles, poser des questions soigneusement formulées, donner des directives pour éviter que l'on n'élude le problème réel. Parfois, si vous laissez les gens parler, ils peuvent aller dans tous les sens. Donc vous devez avoir des questions précises, savoir réorienter, savoir bien poser les questions.
avoir au préalable un entretien avec un groupe. Donc, si vous voulez traiter d'une question vaste dans tout un village, vous pouvez commencer avec des groupes spécifiques et après maintenant avoir les grandes réunions pour maintenant comme valider les idées qui sont sorties de discussions avec les différents groupes. Savoir aussi utiliser, comme on l'a vu tantôt, l'humour pour encourager la participation et permettre que les gens donnent leur avis. Vous avez également les calendriers, et il y a plusieurs types de calendriers. Le calendrier historique, par exemple, qui vous permet de tracer l'histoire du village, de savoir comment et par qui le village a été créé, par exemple. Par exemple, sur le cas d'une initiative, qui a été le premier à poser l'initiative, comment ça a été, comment ça a évolué, et comment... il faut savoir également que le calendrier peut être présenté sous forme de tableau, mais aussi sous forme de graphique. Et ça, c'est un exemple de calendrier historique que je vous présente là, qui est le calendrier historique d'un village. Mais aussi, on peut avoir le calendrier journalier qui s'établit avec chaque groupe socio-politique, socio-professionnel et en fonction des genres. Donc, dans un village, vous pouvez avoir un calendrier journalier pour les femmes, un calendrier journalier pour les hommes, un calendrier journalier pour les chasseurs, un calendrier journalier pour les pêcheurs. Vous avez un calendrier journalier. Et parfois, dans le business, on parle de développer le persona de vos clients. Donc, vous avez quel est le persona, le client type. Hein, quel est son programme, quel est son calendrier, quel est le calendrier journalier, le calendrier saisonnier, le calendrier saisonnier de votre client type. C'est vraiment important de pouvoir développer cela. Voilà un exemple de calendrier saisonnier. Et vous avez également le diagramme de Venn qui vous permet d'identifier les différents acteurs internes et externes qui peuvent influencer le processus, influencer la communauté, influencer l'initiative que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc, vous représentez les rapports, les relations entre les acteurs avec la communauté ou avec l'initiative, ainsi que les niveaux d'influence ou de rapprochement avec l'initiative ou avec la communauté. Donc, on peut faire le diagramme de Venn de plusieurs manières, soit repérer les acteurs en indiquant si leur action est positive ou négative et développer des stratégies pour les approcher et les impliquer. Donc, voilà un exemple de diagramme de Venn. Vous avez également l'arbre à problème, mais aussi la roue à solution qui présente un peu les causes d'un problème, les effets d'un problème bien identifiés dans une situation. Vous avez également, pour finir, la carte participative. Donc, et elle s'élabore avec la majorité ou un bon échantillon de personnes qui sont concernées par l'initiative ou qui sont concernées par la question. Et lorsque cette carte est établie, elle permet d'identifier le problème, de discuter sur les contours du problème, de véritablement définir déjà les éléments liés à la mise en œuvre ou à la recherche des solutions au problème qui a été identifié. Donc voilà, globalement, présenter les approches et méthodes participatives. Et donc ça, c'est des exemples de cartes participatives que nous avons eu à développer dans le passé. Donc, voilà, grosso modo, de présenter ce module. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à notre adresse email et nous allons revenir vers vous pour pouvoir y répondre. Donc, notre adresse email, c'est multipleinvest2020@gmail.com. multipleinvest2020@gmail.com. Posez vos questions et nous allons pouvoir y répondre de manière individuelle et de manière aussi collective si nécessaire. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine leçon.